restez calés sur RTS. C'est tout pour le moment. RTS. Ici la voix. Votre mission, si vous l'acceptez, augmentez le son et restez calés sur RTS. C'est tout pour le moment. La presse camerounaise a son club. Zap Presse, le forum radiophonique du choc des idées. Ne dit-on pas Zap Presse, pouvoir à la libre pensée. Journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion débattent des sujets marquants de l'actualité de la semaine, sans complexe. Tous les sujets sont abordés sans tabou. Ça chauffe à la radio. Je prends le cas d'un confrère, entre guillemets. Je mettrais même un petit trait d'union entre confrères. Alors, je pense que le recensement est très compliqué. Vous savez que c'est incompétent. C'est oui, mais vous avez donné un délai. Ça, c'est une incompétence. Vous savez, il y a les émissions dans la capitale, il y a Zap Presse. Dimanche à 10h, pouvoir à la libre expression avec Zap Presse, votre espace hebdomadaire de participation à la gestion de la chose publique. Zap Presse sur RTS. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à Zap Presse, édition du 27 octobre 2019. Dans un instant, le sommet. Gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, le gouvernement camerounais a-t-il cédé à la pression de la France? Il y a 3 mois, souvenez-vous, précisément le 31 juillet 2019, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, sur ordre du président de la République, demandait au directeur général du port autonome de Douala d'accélérer le processus de sélection du nouvel opérateur pour l'exploitation du terminal à conteneurs du plus grand port d'Afrique centrale. Autrement dit, le groupe Bolloré à PMT, qui jusque-là exploitait ce terminal à conteneurs, était donc mis en touche pour offre insuffisante, soi-disant, au profit d'une entreprise italo-suisse. Le coup d'éclat, cette semaine, vous l'avez certainement entendu, le 23 octobre précisément, alors que séjournait au Cameroun le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, le chef de l'État Paul Biya, par l'intermédiaire du secrétaire général à la présidence de la République, est revenu sur sa décision en excusant au directeur général du port autonome de Douala de bien vouloir suspendre les travaux de finalisation du contrat avec cet opérateur italo-suisse. Que s'est-il passé? La question taraude les esprits depuis quelque temps déjà au Cameroun. Si le communiqué du SGPR souligne qu'il faille d'abord attendre l'issue de la plainte déposée par l'entreprise de Bolloré, tous les observateurs conviennent que Paul Biya a redonné la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala à la France. Yaoundé a-t-il cédé à la pression de l'Élysée via le Quai d'Orsay, ou cette volte-face du Cameroun est juste un simple hasard avec la visite au Cameroun de Jean-Yves Le Drian? C'est la première question au sujet des Zap Presse. À suivre également dans cette édition de Zap Presse les retombées du sommet Russie-Afrique tenu à Sochi les 23 et 24 octobre 2019, sommet qui a connu la présence d'une quarantaine de chefs d'État africains. Si Paul Biya du Cameroun ne s'est pas rendu personnellement, il a été tout de même représenté par le ministre des Relations extérieures, le jeune Béla Béla. Si Moscou a profité de cette occasion pour exposer son savoir-faire sur le plan militaire, il a par ailleurs promis renforcer ses investissements en Afrique. Qu'est-ce que la Russie peut proposer de concret à l'Afrique? Que peut bénéficier le Cameroun? Quel avantage peut tirer le Cameroun en diversifiant ses partenaires? C'est le deuxième sujet
à la une de Zapresse. Zapresse de ce dimanche reçoit Sylvain Django, journaliste au journal Les Singans, Philippe Soa, journaliste au journal Baromètre communautaire, André-Marie Dibamou, journaliste, auteur de plusieurs livres sur les relations internationales, Jean-François Mbenga, journaliste, Hélène Tchouenteko, membre de la sous-commission communication du RDPC, parti au pouvoir. Zapresse, édition du 27 octobre 2019, Chougra Tatiana Mélier, mise en nom des réalisations Billy Sonia Tejou, régie d'antenne Rigobert Dassi, présentation Jean-Charles Bioela. Mesdames, Messieurs, vous avez le programme. Bonjour, bienvenue à tous. Allez, comme chaque dimanche, on ouvre l'édition de Zapresse avec Couleur Édito, une signature, comme d'hab, d'Ebenezer Diki. Zapresse, Couleur Édito, ou l'éditorial des éditoriaux. Bonjour, Jean-Charles Bioela, salut à tous vos panélistes. Ce n'est pas bonjour, parlons de Dieu dans Zapresse. Mais ce dimanche, nous allons en parler surtout le bonjour, comme nous invite le quotidien, le jour dans sa livraison du 25 octobre. Finalement, écrit ce journal, il a bien fait ce grand et bon Dieu qui a daigné créer tous les Camerounais de ce temps. Tu bonjour, tu dis bonjour maintenant, c'est là où on met. Durant qui t'a dit bonjour, Jean-Charles Bioela, ça dit contempler ou simplement effectivement à un coin de rue soleil le jour. Autrement dit, serait tout le temps terriblement embêté parce que tous à la fois nous serions là en nos langues nationales multiples et diverses en train de lui demander quelques faveurs dans nos prières intarissables, dans nos messes et nos cultes qui durent des heures. La plupart des Camerounais sont profondément croyants, note encore le jour. La preuve, jour après jour, de nouvelles églises naissent dans les quartiers de nos villes, plus nombreuses que des bars. En dimanche, comme en semaine, des ruées de fidèles, piaffes de zèle et de contrition se trémoussent à l'entrée de chacune d'elles. Nous ne leur reprochons pas, précise le jour. Au contraire, ils méritent notre admiration et notre profond respect. Nous les félicitons même encore davantage s'ils ne donnaient pas malheureusement l'impression d'ajouter à l'adoration qu'ils vouent à leur Dieu une vanité humaine bien encombrante qui fructifie dans un spectacle plein de bruit et d'interminables insolites. En effet, poursuit le jour, sous le couvert de la culturation, les chrétiens aujourd'hui ont de plus en plus tendance à transformer leurs églises et leurs temples en de véritables dancing où ceux qui dirigent des chorales, surtout, n'ont dans leur trémoussement qui accompagne leur manière de battre la mesure, rien à envier à un Johnny Hallyday dansant le tweet. Puis ces gens-là, poursuit le jour, ne se contentent pas d'entonner seulement leur motet que leur groupe s'apprête à chanter, plutôt ils crient, ils hurlent pour que leur seule voix écrase les voix du piano et des battements des balafons. La messe ou le culte ne sont plus du tout ce qu'on croyait qu'ils étaient. Même les cantiques que l'on pensait connaître vous échappent complètement d'un bout à l'autre, tant le brouhaha atteint les sommets. Quant au reste des fidèles électrisés, c'est pour eux, selon des paroisses et des séquences bien exécutées de Bikouti, de Mangambe ou d'Ambasibé, qui les emportent et les confondent dans leur défoulement délirant. On va à présent parler
de la Russie qui, comme vous le savez, a convoqué un sommet à Sochi avec l'Afrique. C'était il y a quelques jours. Et Cameroun Tribune nous parle d'un nouveau départ. Le sommet Russie-Afrique confirme donc le continent noir dans sa vocation de terre des grands enjeux, écrit ce journal. Qu'il s'agisse donc de la coopération avec la Russie, la France, les États-Unis, la Chine, le Japon, la Turquie ou l'Union européenne, le potentiel de l'Afrique ne laisse aucune puissance indifférente. Le continent est extrêmement riche en ressources naturelles, entre autres l'or, l'étain, le diamant, le pétrole, le cuivre, le manganèse, le cobalt, l'uranium, le nickel, et la liste n'est pas exhaustive. Il reste cependant, poursuit ce journal, que ces ressources sont généralement exportées, non transformées, à cause de contrats souvent mal négociés et peu profitables aux Africains. Il est également établi que le secteur des services représente la plus grande part du produit intérieur brut, avec 44,7%, suivi par l'industrie, 41,3%, et l'agriculture, 13,8%. Nul n'ignore également que l'apport des ressources du sous-sol et le frémissement observé au plan industriel et agricole sont faiblement ressentis sur la situation économique des États africains. D'où donc l'intérêt de savoir ce que les différentes coopérations rapportent donc au continent, chacune des coopérations liant l'Afrique au monde extérieur à ses spécificités. Il faudra également intégrer le fait que les pays venant à la rencontre du continent ont leurs ambitions propres. Il appartient donc aux Africains d'honorer ces rendez-vous, du donner et du recevoir en rang serré et d'y faire prévaloir leurs intérêts communs, d'autant encore Cameroun Tribune. Bon dimanche et à dimanche prochain. Bon dimanche à vous, Ebenezer Diki, et bon dimanche à tous ceux qui nous écoutent à présent. Vous êtes sur la RTS et c'est bien après, vous pouvez contribuer à cette émission en envoyant vos SMS au 691 11 21 49 ou sur WhatsApp à travers le 677 15 17 11 SMS 691 11 21 49. Vous pouvez également contribuer via WhatsApp au 677 15 17 11. On accueille déjà nos invités qui sont avec nous. Hélène, tu étais comme bonjour. Oui, bonjour, bonjour à vous, bonjour aux co-pénalistes. Je dis un bonjour spécial à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment et je sais qu'ils sont très nombreux. Un grand bonjour aux collègues de la commission de communication qui sont en ce moment sur des plateaux. Alors, vous êtes membre de la sous-commission communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, parti au pouvoir, qui s'apprête à célébrer d'ici quelques semaines le 37e anniversaire de son champion. J'imagine comment ça se prépare là-bas au niveau du comité central du RDPC, le 37e anniversaire de votre président naturel. Nous sommes en train de préparer de grands événements qui viennent s'ajuster aux différentes des mouvements qui ont eu lieu ces derniers temps. Nous sommes en train d'être actifs, de préparer cet événement qui aura lieu très prochainement le 6 novembre au comité central et à travers l'ensemble du territoire. Les mobilisations sont faites pour que l'événement soit vraiment à la taille. D'accord, ça c'est compris. Sylvain Django, bonjour. Ce matin. Vous êtes journaliste, je l'ai dit, au journal Essingan, c'est un pré-hebdomadaire, j'imagine. Philippe Sois, bonjour. Bonjour, Jean-Charles. Journaliste à l'hebdomadaire Baromètre communautaire. Rédacteur en chef. Oui. Je crois que c'est bien rédacteur en chef, je ne me suis pas trompé. Oui, je dis, mais on va dire que journaliste, c'est largement de D'accord. Jean-François Rédacteur, bonjour. Bonjour Jean-Charles, merci de m'avoir invité. Je sais que... Je dis bonjour à tous vos auditeurs, je dis bonjour à ceux qui sont assis avec nous ici. Les auditeurs de la RTS vous ont souvent compris par le passé, en fait, vous ont souvent suivi avec une autre casquette, mais aujourd'hui vous êtes là comme journaliste, je précise. Tout à fait. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, je propose donc d'entrer directement dans le vif du sujet. Par vous d'abord, Philippe Sois, comment est-ce que vous avez accueilli la note du secrétaire général à la présidence de la République qui s'adresse sur l'instruction du chef de l'État au directeur général du corps autonome de Douala? Je rappelle que cette note s'apparente à un rétropédalage.
À votre avis, comment est-ce que vous l'avez accueilli quand on sait que le secrétaire général de la présidence de la République, il y a 3 mois, le 31 juillet, s'adressait au même directeur général du port autonome, mais sous un autre ton? Je dirais presque pas avec la même surprise que beaucoup la manifestent aujourd'hui. Parce que ce qui est constant, que ce soit au niveau de la première correspondance ou de la deuxième, c'est qu'il y a quand même une immixtion directe, n'est-ce pas, de la présidence de la République dans la conduite du processus, n'est-ce pas, de concession, renouvellement, de concession au niveau du port autonome de Douala. Et donc, cela m'a rappelé que en matière de contrat d'un certain niveau, n'est-ce pas, d'importance ou concernant un certain type d'infrastructure d'importance stratégique, on est rarement très aligné sur la simple procédure. C'est souvent une question d'influence avec une très grande implication du pouvoir politique à un très haut niveau. Juste pour dire que en la matière, ce n'est pas, n'est-ce pas, le premier cas du genre. Pour revenir à ma mémoire, n'est-ce pas, le cas le plus présent qui me revient à l'esprit, c'est que pour la construction du deuxième pont sur le Vouri, on a eu à peu près quelque chose de ce genre. Pour la construction de l'échangeur de la province, on a eu à peu près quelque chose de ce genre. Et toujours la même mise du... Oui, cette influence, cette orientation, n'est-ce pas, du politique sur la conduite du processus, n'est-ce pas, de désignation. Sans porter un jugement, n'est-ce pas, mais en la matière, le Cameroun ne fait pas exception. Je crois d'ailleurs qu'il y a des cas très courants dans beaucoup d'autres pays pour ce type de contrat. Sylvain Diongo, vous aussi, vous n'avez été surpris par cette correspondance du secrétaire général de la présidence de la République? Je veux dire que pour ce qui s'est lu les signes et pour qui s'est fait une petite lecture en filigrane, il était très probable, je dis probable, que nous aboutissions à ce, si on peut dire, cette étape, ce développement dans le processus d'attribution de la concession pour l'exploitation du conteneur, terminal à conteneur au port de Douala. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites une sorte de petite analyse de la situation qui prévalait autour de cette concession, vous allez vous rendre compte qu'il y avait beaucoup d'interactions et beaucoup de sujets qui étaient en suspens. Il y avait même un passif qu'il fallait solder. À un moment, l'État du Cameroun a donné l'impression qu'il allait poursuivre jusqu'au bout sa logique. Mais je ne sais pas au cours de cette émission, on pourra maintenant ressortir certains ressorts cachés, ou alors qui étaient peut-être apparemment cachés, mais qui étaient pourtant visibles et qui permettaient à celui qui reste un peu froid et lucide de savoir qu'on n'était pas au bout de notre surprise dans le processus de cette concession. Donc, si vous prenez par exemple, je vais évoquer de façon un peu globale, le fait par exemple que DIT, qui est la filiale de Bolloré au Cameroun qui exploite le terminal à conteneur, avait esté en justice, donc avait déposé une plainte auprès du tribunal administratif de Douala à Bonanjo, et actuellement au moment où on parle, le port autonome de Kribi, parce que cette plainte est dirigée contre le port autonome de Kribi, le port autonome de Douala, pardon, port autonome de Douala, même si Bolloré aussi à Kribi. Voilà, effectivement, même si Bolloré est à Kribi. Donc, Bolloré avait porté plainte contre le port de Douala parce qu'il estimait avoir été écarté injustement. Parce qu'il y a deux plaintes, il y a une plainte au Cameroun, l'autre qui est en France. Effectivement. Donc, estimait qu'il avait été injustement écarté du processus d'adjudication du marché et avait également saisi directement le président de la République à travers une lettre qui avait fuité sur les réseaux sociaux.
Et il y avait donc ces deux, je veux dire quoi, ces deux procédures qui étaient ouvertes et qui montraient qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer, qui pouvait se dérouler. Et avec la jurisprudence, par exemple, l'attribution du terminal à conteneur de Kribi également, on s'est rendu compte qu'à un moment, la décision est également venue de la présidence. Mais pour ceux qui ont un peu suivi le dossier, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, Bolloré est à peu près sûr que quelque chose va se passer. Pourquoi? Parce que il y a une note du DG, directeur général du port autonome de Douala, qui avait suggéré à la hiérarchie de prolonger le contrat de Bolloré au port de Douala pour une période de 4 ans. Parce qu'il y avait un litige pendant de 24 milliards datant pour les frais de stationnement datant de la période de 2016 à 2019. Donc il y avait ce litige-là et Bolloré ne se reconnaissait pas dans cette créance. Et puis le DG avait proposé de prolonger le contrat de Bolloré de sorte qu'on puisse d'abord vider ce passif avant de poursuivre la concession. Mais ordre lui a été donné, vous avez bien fait d'évoquer la lettre du 31 juillet 2019, ordre lui a été donné de poursuivre la procédure tout en insistant pour le recouvrement de la créance querellée entre DIT et le port autonome de Douala. Jean-François Benga, est-ce que, au-delà de toutes ces explications techniques, est-ce qu'on peut établir un lien entre la visite au Cameroun, même un lien hasardeux, entre la visite du ministre des Relations extérieures au Cameroun et l'arrivée en tout cas, et la sortie ou la fuite de cette correspondance du secrétaire général de la présidence de la République, qui semble remettre Bolloré sur les rails? Bon, je voudrais préciser qu'il s'agit d'un problème de gouvernance. Et le port autonome de Douala doit avoir un statut d'entreprise de souveraineté. Parce que vous savez très bien que c'est par le port que nous ouvrons notre pays à l'extérieur, c'est par le port que tout peut passer, c'est par le port que notre sécurité peut être mise en question, menacée même. Et ce qui fait que le port n'a pas le même statut qu'une entreprise d'État, une entreprise publique située à l'intérieur du système. Donc il y a ce statut qui peut amener la présidence de la République à s'ingérer, à intervenir dans le management du port, de par ce statut. Maintenant, affaire Bolloré et autres, je crois que ici, je suis assez mal placé pour dire que, pour affirmer ce qui se passe entre les deux parties. Parce que Bolloré a été bénéficiaire de cette adjudication parce que apparemment il remplissait les critères. Parce que quand il y a les gens vont soumissionner, le port a besoin, vous avez dans un port, vous avez des installations, les installations de débarquement, les installations d'embarquement, etc., avec tout un environnement. Et il faut assurer l'entretien de cet environnement. Il faut amener cet ensemble à être efficient, etc. Donc, on cherche le mieux disant pour dire, bon ben voilà, vous avez gagné, voilà ce que vous devez faire. Il y a un contrat qui est signé entre les deux parties. Et là, quand il gagne en 2005, là, il gagne, nous sommes en 2005. Voilà. 15 ans plus tard, semble-t-il que les choses ont changé. Voilà. Peut-être qu'il y avait une autre qui était plus juteuse, peut-être économiquement viable. Bon, alors, je crois que son contrat va à terme au 31 décembre, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon. Maintenant, il y avait, s'il n'y avait pas eu de contentieux, je crois qu'on aurait pu autoriser M. Bolloré à soumissionner sans problème. On aurait pu l'autoriser. Bon, maintenant, s'il y a eu quelques retenues, probablement parce que le contentieux n'était pas liquidé, à mon avis. Bon, si le contentieux n'était pas liquidé,
Bolloré ne pouvait pas prétendre à une autre soumission. Moi, je pense que les textes devraient être rigoureux là-dessus. Et puis, il y a, lorsqu'on exécute un contrat, il y a une structure de contrôle. Et c'est cette structure de contrôle qui dépose un rapport pour dire, voilà, le contrat était mal exécuté, on relève les points de mauvaise exécution et on prend des sanctions selon les textes. Alors, Madame Hélène, comment est-ce qu'à votre avis, tout au moins au niveau du RDPC, vous convenez avec ceux qui pensent qu'il y a eu une certaine pression exercée par la France parce qu'il y a cette présidence qu'on peut qualifier peut-être hasardeuse. À peine le ministre des Relations extérieures arrive, Bolloré s'en est revenu, pourtant tout le monde le voit déjà partir. Est-ce qu'il y a eu une pression de l'Hexagone sur le Cameroun? Je voudrais vous dire que la France a des relations anciennes avec le Cameroun. Nous respectons cela. L'arrivée du ministre des Affaires étrangères, peut-être pendant les échanges qu'il a eus avec la très haute hiérarchie, peut-être qu'ils ont soulevé le problème des Bolloré, mais je ne pense pas que l'arrivée du chef de la diplomatie française avait pour objet tout simplement de parler de l'affaire Bolloré. On se rappelle en 2014 également, quand il y a eu ce genre d'événements au niveau du port de Kribi, alors que le président Hollande était en Angola, il a fait un saut au Cameroun. Et il est revenu parce que c'est un exemple que vous avez pris. Ce qui arrive aujourd'hui ressemble étrangement à ce qui s'est passé en 2015, vous faites bien de le relever. Bolloré qui était en ballottage défavorable au Cameroun par rapport au port de Douala. Après le président Hollande est arrivé, Bolloré a gagné. Et nous devons, par tous ces faits, par tous ces événements, comprendre que Bolloré, c'est une multinationale, ce n'est pas un homme d'affaires avec qui on dîne. Et nous devons connaître également la position de Bolloré dans le pouvoir français. Le Bolloré, c'est quand même une organisation qui a plusieurs agences dans le monde entier, qui est représentée dans le monde entier et qui a un rôle important dans la politique française, parce que je ne me permettais pas de dire que Bolloré a un mot à dire à la présidence de la République française quand il s'agit d'un changement. Madame Commissaire, on voit quand même on dit quand même entre les lignes, on voit ce qui s'est passé. Vous-même, vous avez pris cet exemple, ce qui s'est passé en 2015. Je vous rappelle qu'il y a un documentaire qui a été tourné par la chaîne de télévision publique française, France 2, intitulé Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien. Et lorsque Bolloré est arrivé au Cameroun, il était d'ailleurs avec ces journalistes qui ont tourné ce documentaire et qui disent que Bolloré a exercé une certaine influence sur le Cameroun. Voilà pourquoi, en fait, pas Bolloré, je vais dire, le président Hollande a exercé une certaine influence sur le Cameroun. Voilà pourquoi Bolloré a gagné le port de Kribi. Et que le fait que Bolloré était en ballottage défavorable, c'est ce qui justifie l'arrivée éclair, la visite éclair du président Hollande au Cameroun. Je pense que les relations inter-États, c'est des relations d'intérêt. Dès lors que le Cameroun trouve un intérêt à poser des actes, à signer des contrats, on le fait dans l'intérêt du Cameroun. Et je pense que si à un moment donné, on revient sur certains dossiers importants du niveau international, c'est qu'il y a eu un changement dans les donnes et pour cela, il faut aussi se rappeler, il faut bien rappeler, comme venait de le dire un copinaliste, que Bolloré a un dossier en cours à la justice. Donc, par rapport à ce dossier qui est en cours, on ne peut pas décider de manière aisée. Il faudra peut-être que la justice rende droit, et puis par rapport à cela, on verra l'avancée de... On estimait que l'entreprise a reçu encore toutes ses chances, malgré la note du secrétaire général de la présidence de la République. Je pense que je ne dois pas lire les lettres dans des enveloppes. On doit attendre d'abord la décision du tribunal administratif de Douala. D'accord. Donc par rapport à cela, on verra l'avancée dans l'affaire Bolloré. André Marine Tibam, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la RTS et bonjour à vous-même. Je rappelle, vous êtes journaliste internationaliste. C'est ce temps-là que je voudrais également vous interviewer, peut-être pour évacuer directement cette question en lien avec ce calendrier, disons-le, hasardeux qui est avec la note du secrétaire général de la présidence de la République et l'arrivée au Cameroun du ministre des Relations extérieures. Est-ce qu'on peut établir cette corrélation entre les deux événements? Tous ces événements sont bien sûr liés parce que en relations internationales, il y a ce qu'on appelle la diplomatie de couloir. Donc ça veut dire que on peut ouvrir plusieurs fronts de négociation et envoyer plusieurs missions. C'est possible. Il y a une première mission au sommet à l'Élysée entre le chef de l'État camerounais et son homologue français. Ensuite, lors du sommet de Lyon, ça c'est la rencontre au sommet entre les deux chefs d'État et naturellement, les sujets abordés sont sous le sceau du secret d'État. Et ensuite, sur le terrain, il y a un ministre qui est dépêché immédiatement par la présidence, par l'Élysée, pour venir opérationnaliser et suivre le dossier. Donc, quand le ministre Le Drian arrive, bien sûr qu'il s'entretient encore avec le président de la République. Et les services qui s'occupent d'implémenter la volonté du président de la République, c'est les services administratifs. Donc, le secrétariat général de la présidence de la République. Ça, c'est pour la chronologie des événements. Et maintenant, est-ce qu'il y a un hasard calendaire? Non, pas du tout, parce qu'il s'agit ici de répondre à un besoin qui remonte à 1959, lorsque le Cameroun, sous la houlette du président Amadou Ahidjo, signait les accords avec la France, et lesquels accords arrivent à échéance en 2019. Donc vous voyez que tous les dossiers doivent être revus, et les contrats qui doivent être prorogés au-delà de 2019 doivent être négociés avec âpreté. Voilà, les négociations, c'est pas seulement au niveau des chefs d'État, ça peut être également au niveau du ministre des Affaires étrangères, du SGPR. Voilà. Philippe Soa, lorsque le Cameroun décide de suspendre la collaboration avec l'entreprise DIT, la raison c'est quoi concrètement? Est-ce que parce que l'entreprise de Bolloré n'avait pas une offre, disons-le, économiquement viable, ou alors c'était quoi concrètement? Pour quelle raison? Alors, je crois que ce n'est pas que l'entreprise n'avait pas une offre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été retenue dans ce qu'ils ont appelé la liste restreinte, parce qu'il y a eu un appel international et dans la sélection, donc Bolloré, on va dire, n'a pas eu une offre suffisante par rapport à tous ses concurrents, parce que le principe au Cameroun en matière de ce type de contrat, c'est l'offre à la fois technique et financière. Et il se trouve qu'en termes de tickets d'entrée, TIM, qui est l'entreprise italo-suisse, avait une offre largement supérieure à celle que Bolloré offrait, en tout cas DIT présentait jusqu'à présent. Et donc pour l'État, c'était l'entreprise italo-suisse. 24 milliards de francs CFA, je crois que chose de ce genre. Excusez-moi de prendre la parole par escamoche. Je crois que Philippe oublie un petit détail. En réalité, Bolloré n'a même pas soumissionné, c'est-à-dire que n'était pas qualifié pour soumettre une offre. Parce que on lui réclamait 24 milliards. Et donc, ayant déjà une dette, vous ne pouvez même pas, vous n'êtes pas qualifié pour faire une offre lorsqu'on veut faire une présélection, les préqualifiés. Donc Bolloré estime avoir été injustement écarté, c'est-à-dire qu'il n'était même pas candidat à sa propre succession. Parce que on lui reprochait, on lui réclamait une dette de 24 milliards. Lorsqu'on fait donc la préqualification de 5 qui sont shortlistés pour pouvoir compétir, Bolloré estime que non. Moi je suis au port depuis 2005. Lorsque mon contrat s'achève en 31 décembre 2019, je dois pouvoir être parmi les gens qui doivent compétir. Et c'est pour ça que ça pose problème. Et donc, on a l'impression ici que chacun qui a raison, c'est-à-dire le board de Cotonou de Douala dit, voici quelqu'un qui me doit, c'est un peu comme exactement au quartier,
vous allez prendre du pain chez le boutiquier et le boutiquier estime que vous n'êtes plus crédible parce que vous n'avez pas encore soldé votre dette que vous réclamez. En même temps, vous ne reconnaissez pas la dette. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas cette dette. Et le port autonome de Douala estimait que voici quelqu'un qui me doit de l'argent, il n'est même pas qualifié pour venir encore être candidat à sa propre succession. Le problème a commencé à ce niveau. Je voudrais faire écouter le tour à tour et l'action de Mohamed Abdoulaye Diop, qui est le directeur général du groupe Bolloré pour l'Afrique centrale, qui estime que le groupe Bolloré qui est une mastodonte dans le domaine des affaires, a été floué. Et de l'autre côté, on va écouter également Maurice Djoko, qui est le président de la commission ad hoc chargée de l'attribution de la concession, de cette concession portée. Je vous propose d'ailleurs de les écouter tout à l'heure. Le groupement Bolloré APNT, c'est 80 terminaux dans le monde, c'est plus de 33 milliards de capitalisation boursière. On a été évalué en phase de préqualification. En phase de préqualification, les deux critères sont la solidité financière et l'expérience. Qu'on soit éliminé à ce niveau, au vu des concurrents qui étaient sur la liste, nous pensons que c'est totalement incompréhensible. Le ticket d'entrée proposé à les deux candidats ont été prévus de manière significative, à hausse de 24 milliards 300 millions de francs CFA, alors que DIT avait baissé un ticket d'entrée de 600 millions de francs CFA. Le total de relance sur les 15 ans de concession au 31 décembre prochain, le DIT sera à 62 milliards de francs CFA, alors que TIL sera à 357 milliards de projections dans 15 ans. Nous, notre proposition dans le cadre de ces négociations était qu'il y avait une contribution exceptionnelle de 24 milliards, mais qui venait de notre groupement. J'ai l'impression qu'on est en train de comparer beaucoup de choses qui ne sont pas comparables. Alors, vraiment, Sylvain Djambon, je préfère que vous le preniez un tout petit peu la parole. Comment comprendre dans cette volte-face entre quelqu'un qui propose une offre plus juteuse et quelqu'un d'autre qui ne propose que 600 millions? Comment se peut-il qu'ensemble aujourd'hui, même si officiellement rien n'est encore dit que c'est Vincent Bolloré qui va reprendre le port, mais on tend vers là. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que ceux qui proposent une offre plus juteuse semblent aujourd'hui avoir perdu entre guillemets le marché au profit de Bolloré qui ne propose que 600 millions de francs CFA? Alors il faut restituer un peu les choses dans leur contexte. C'est-à-dire, ce qu'on compare, les droits de redevance, c'est-à-dire tous les droits de redevance qu'on compare aujourd'hui, on compare juste les périodes où Bolloré avait été adjudicataire en 2005 et ce que TIL, l'entreprise qui arrive en 2000 propose. C'est-à-dire, on compare les périodes. À l'époque où Bolloré fait son entrée au port de Douala, il fait une offre de 600 millions comme ticket d'entrée. Et en comparaison, au moment où il arrive, il propose comme ticket d'entrée 24 milliards. C'est-à-dire que pour commencer à exploiter le terrain, il y a 24 milliards. Donc, ce sont des périodes, ça ne veut pas dire que c'était des offres qui étaient sur la table lorsque on fait le déploiement à la commission de marché. Et les droits de taxes confondus, TIL proposait à peu près 325 milliards. Voilà, donc on compare un peu. 325 milliards en 15 ans. Sur 15 ans, voilà. Donc, on compare un peu. Et ce que Bolloré a proposé, a donné, a fait, voilà. C'est pratiquement insignifiant. C'est 400, c'est-à-dire l'offre de TIL est de 450% de plus. 450% de plus que ce que propose, ce que a versé Bolloré à l'État sur. Donc, ce que TIL entend faire en 15 ans, voilà, est de 300% par rapport à ce que Bolloré en fait en 15 ans. C'est exactement ça. Donc, c'est à peu près les périodes qu'on compare. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, Bolloré a été disqualifié pour être candidat à sa propre succession, vu le contentieux de créances qu'il y avait entre le port autonome de Douala et DIT. Donc c'est en cela que tient déjà le conflit. Et lorsque vous interrogez maintenant les acteurs, vous avez bien écouté les acteurs tout à l'heure là,
chacun essaie de tirer un peu la couverture de son côté, mais de façon forte. Abdoulaye Diop, qui est le directeur général du Bolloré Afrique centrale, et Maurice Djoko, qui était. Voilà, il expliquait effectivement qu'il y avait une créance qui était querellée entre les deux parties. Et l'autre partie, le port, on doit estimer que non, vous êtes disqualifié, vous ne pouvez pas, et tout le reste là. Et cela suggère quand même un autre contentieux qui va arriver, parce que Thiel a été déclaré adjudicateur provisoire. Il n'est pas exclu que parce que jusqu'à la semaine, il y a 2 semaines, les discussions entre les parties se poursuivaient. Ils avaient déjà tombé d'accord sur un certain nombre de choses. Ils essaient désormais à signer le contrat d'exploitation entre les deux parties. Et je ne suis pas sûr que Thiel va laisser passer la situation comme ça, puisque l'entreprise a été déclarée adjudicataire au bout d'un processus qui a quand même pris pratiquement 1 an et qui a permis de dégager un vainqueur sur 5 entreprises qui étaient en compétition. Jean-François Benga, est-ce que cette affaire ne va pas au-delà de simples entreprises ou de Bolloré, mais plutôt une affaire entre la France et le Cameroun, où il faut satisfaire tout au moins il faut satisfaire la métropole, si on peut le dire ainsi? Ben, je crois qu'on ne peut pas affirmer que c'est une affaire entre la France et le Cameroun. Là, l'élément qui nous manque d'abord, c'est le contrat. Alors, ce qu'on a fait ici est un contrat léonien. On ne sait pas très bien s'il y avait, en dehors du contrat officiel, un contrat non écrit qui aurait existé entre les responsables et Bolloré, on n'en sait rien. Alors pourquoi est-ce que Bolloré se plaint? Pourquoi porte-t-il plainte? Alors s'il porte plainte, ça veut dire qu'il a des arguments. Alors ces arguments-là relèveraient, n'est-ce pas, de quelle disposition contractuelle? Parce que s'il y a eu contentieux, c'est-à-dire que le contrat n'a pas été exécuté, s'il y a un rapport clair et net qui dit que le contrat n'a pas été exécuté, ou alors il a été mal exécuté, évidemment, à partir de là, Bolloré est disqualifié, n'est-ce pas? Bon, si maintenant cette disqualification ne révèle pas tous les éléments de négociation ou, je sais pas moi, de relation entre Bolloré et les responsables du port, il y aurait une autre façon de voir le problème. Mais je dis, sur le plan juridique, vous êtes adjudicataire, vous avez des contraintes. Si vous arrivez à exécuter le contrat tel que négocié, eh bien je pense que à partir de là, comment est-ce qu'on peut vous éliminer? On peut vous éliminer au cas où il y aurait des besoins supplémentaires pour l'entretien ou pour l'exécution d'un certain nombre de tâches relatives au fonctionnement du port, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, le chenal revient à temps, les infrastructures de débarquement et d'embarquement, nous voudrions que ces infrastructures-là soient beaucoup plus compétitives, etc. En ce moment-là, on peut aller au-delà de ce que Bolloré avait payé à l'époque, devait payer à l'époque. Mais donc, il y a un côté flou dans cette histoire qui fait qu'il est difficile d'affirmer ceci ou cela. Parce que on n'a pas le contrat, on n'a pas le rapport d'exécution du contrat, et Bolloré se plaint d'abord. Et se plaint de quoi? Quel est son argumentaire? Alors, il y a ces questions-là qui, à moi, ne me permettent pas vraiment d'affirmer quoi que ce soit. Donc il faudrait encore attendre l'issue de la... Parce que l'autre, c'est un statut provisoire, c'est-à-dire les Suisses, les Italiens. Mais il y a d'abord un problème de confiance qui se pose, parce que là, ils avaient déjà engagé quand même. Ils avaient déjà... Maintenant, on ne peut pas dire qu'à l'issue du procès, s'il est avéré qu'il y a un contentieux et que Bolloré n'a pas respecté, n'a pas exécuté le contrat tel qu'il le fallait, évidemment, l'État, le port, l'État va avoir raison, et à partir de là, l'État sera libre, n'est-ce pas, de confier la gestion
de ces infrastructures-là à une autre entreprise. André-Marie Dzibamou, sur le plan des relations internationales, on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que l'État camerounais peut refuser une offre qui peut paraître, disons-le, juteuse en 15 ans, pour satisfaire tout au moins un partenaire qui semble privilégier, entre guillemets, la France? Les relations internationales obéissent à ce principe-là, celui de la réciprocité, celui de l'historicité, celui de la primauté, parce que les États ne sont pas logés à la même enseigne, même si tous les États sont membres du Conseil, de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Tous ne sont pas logés à la même enseigne. C'est pourquoi il y a un Conseil de sécurité et à une Assemblée Générale. Et la France est membre du Conseil de sécurité. L'Italie et la Suisse ne sont pas des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Cameroun, en ce moment, a des besoins sécuritaires prioritaires. Le Cameroun, en ce moment, est attaqué parfois sur le plan international. Les soubresauts de la diaspora, oui, tout ça est mêlé. Donc le Cameroun a besoin aujourd'hui d'un partenaire privilégié, un partenaire qui est capable non seulement un partenaire de prestige, non pas pour dire que l'Italie et la Suisse ne sont pas des partenaires de prestige. Vous avez évoqué tout à l'heure l'offre technique et l'offre financière, en disant que l'offre technique de l'offre financière de TIL était plus à l'intérêt du Cameroun, par exemple, parce que 24 milliards, c'est ce que TIL donne à l'entrée. Mais laissez-moi vous dire, et on a très bien fait de le rappeler sur ce plateau, que à l'entrée, Bolloré a donné 600 millions. TIL, on donne 24 milliards dans la promesse. Vous voyez, donc TIL est dans la promesse d'une réalisation qui peut réussir, que nous voulons pouvoir réussir. Mais Bolloré, lui, il vous dit, moi je suis là, j'ai l'expérience, je suis une multinationale, mes ressources financières sont 800 fois votre budget, comment vous appelez ça, notre budget voté à l'Assemblée. Voilà. Donc le chiffre d'affaires de Bolloré, c'est ça. C'est moi qui contrôle 2%, je veux dire 2 tiers du commerce maritime sur l'Atlantique. Je dis, je suis la 11e flotte navale mondiale. Moi, je ne suis pas simplement une entreprise qui se cherche, qui voudrait gagner des marchés pour les gagner. Moi, je m'établis dans la durée. Vous voyez qu'au-delà de la relation diplomatique pure et politique diplomatique que vous avez évoquée, dans le choix privilégié, même techniquement, vous voyez que l'offre technique que Bolloré peut apporter, l'expérience technique que Bolloré a pu mettre à la disposition de l'État du Cameroun en 15 ans, et probablement on pourra le faire les 15 prochaines années, et d'un point de vue de l'expérience dans le domaine supérieur à ce que TIL peut apporter. Je ne suis pas l'avocat de Bolloré, de toute façon je ne les connais pas. Donc voilà pourquoi l'État du Cameroun, en toute honnêteté, je veux dire en toute, on va dire, lucidité, demande une suspension on va dire sous réserve de la décision de justice du tribunal administratif de Douala, qui pour moi me semble une mesure jurisprudentielle exceptionnelle, parce que le rôle du SGPR aussi, c'est d'enseigner le droit. C'est un expert, c'est un diplomate, j'allais dire, et donc il sait très bien le droit diplomatique international, et ici nous sommes en relation économique internationale. Nous parlons de firmes multinationales, donc parfois les capitaux gouverne les États. Et j'ai aimé ce que madame a dit tout à l'heure. Une firme multinationale, c'est ça. Google, Coca-Cola, les FACA, les Pepsi et tout ça. Vous voyez, il y a une dimension marketing qui est très importante. Total et tout ça, vous savez l'histoire de Total et le pouvoir du Gabon. Donc peut-être que c'est l'histoire Bolloré, vous savez l'histoire Bolloré, le pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc il y a aussi peut-être une histoire Bolloré et le pouvoir au Cameroun. Mais la chance que nous avons, c'est que nous avons, on va dire, un système judiciaire qui fonctionne. Nous avons des diplomates qui peuvent négocier
à l'avantage de notre État sans être des nationalistes. Parce que la tendance aujourd'hui, et dans les médias d'une manière générale, est à incriminer l'autre et à penser que, parce que voilà, il y a un France bashing qui est généralisé, on comprend, il y a la colonisation, il y a les accords de 59 qu'il faut renégocier. Mais maintenant, on a fait un chemin avec un partenaire qui a été, si vous voulez, notre tutelle technique, celui qui nous a donné parfois notre boussole, le DCE, l'horizon 2035, les CDD, tout ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas simplement s'en débarrasser comme ça. Sauf que vous savez très bien que les États fonctionnent sur la base des intérêts, parce que c'est pas forcément parce que vous êtes l'ami qu'on va accepter, peut-être, on va refuser, on va rejeter l'autre qui paraît plus importante. Il y a des amitiés qui valent plus que les intérêts. Les États, c'est les intérêts, nous sommes d'accord, mais on ne peut pas rester dans une logique capitaliste. Il faut pouvoir préserver les amitiés. Et cette sincérité dans les amitiés peut parfois nous apporter au-delà du gain immédiat. Madame, comme vous êtes également d'accord avec André Paris-Dugabo, qui pense que là, on est en train de privilégier, l'État du Cameroun est en train de privilégier plutôt un ami qu'un simple partenaire économique. Non, personnellement, je pense que le fait même pour le Cameroun d'avoir eu à faire le Bolloré a fait qu'est-ce que je dis, il s'est vu un peu de mieux parce que aujourd'hui le Cameroun a réussi quand même à nous faire comprendre qu'il peut renégocier, qui doit renégocier par rapport aux autres événements du passé. Donc je me dis que c'est une victoire déjà pour le Cameroun, parce que Bolloré aujourd'hui est en train de renégocier son contrat. Bon, à ce niveau, sur le plan des relations internationales, nous ne devons pas oublier également que Bolloré est à l'intérieur du pouvoir français et que la France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il y a tous ces aspects qu'on doit prendre en compte, et des négociations, comme il venait de le dire tantôt le co-pénaliste, il y a des négociations sur le plan diplomatique dans les coulisses qui peuvent ne pas être visibles. Donc moi je pense que toutes ces négociations étant en cours, le contrat nous ne l'avons pas pour aller à l'intérieur et prendre avec justice une partie de tous ces événements. Mais je crois que nous devons attendre que le tribunal administratif de Douala rende la décision. C'est à partir de là qu'on pourra... À mon avis, je crois qu'on doit attendre. Philippe, je vais vous donner la parole après, parce que j'ai fait quelques petites recherches et j'ai vu Bolloré pratiquement sur tous les fronts, du moins en ce qui concerne les ports en Afrique, parce qu'il évolue également au-delà de l'Afrique. En ce qui concerne la gestion des terminaux à conteneurs, il y a par exemple à Conakry, je vois Conakry Terminal, ça c'est pour le port de Conakry à Guinée, Freetown Terminal, port de Freetown à Sierra Leone, terminal conteneur du port de Monrovia au Libéria. Il est également en Côte d'Ivoire, il est au Ghana, il est au Togo, au Bénin, au Niger, au Cameroun, en Centrafrique, au Gabon, au Congo, dans les îles Comores, à La Réunion. En ce qui concerne le transport ferroviaire, il y a par exemple la Bolloré Railways qui marque dédiée à l'exploitation des chemins de fer, qui gère et développe 3 concessions en Afrique. Il y a par exemple City Rail en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso depuis 1995. Il y a Camrail au Cameroun depuis 1999. Il y a Beni Rail au Bénin et au Niger depuis 2015 dans le cadre du partenariat public-privé. Dans le domaine du chantier naval, il est présent en Côte d'Ivoire et au Gabon. De plus, il gère 25 ports secs en Afrique et 9 terminaux rouliers. Au Cameroun, il évolue aussi dans l'exploitation de l'huile de palme, avec l'exploitation, je crois, de la palmeraie, la soca-palme également. Ça prouve que Bolloré, c'est quand même un empire. Philippe Soir. Oui, mais je veux dire que ce n'est pas aussi un empire. Et donc, on peut comprendre peut-être que la pression
qu'il peut exercer sur certains États. Cela va de soi. Mais c'est précisément parce que c'est un empire qu'il ne faut pas aborder la question simplement sous le prisme du port ou du terminal à conteneurs du port de Douala. C'est-à-dire que la clé d'analyse pour nous doit être qu'est-ce que le Cameroun est prêt à sacrifier pour gagner quoi précisément? Parce que là, vous parlez de la relation avec Bolloré, c'est oui, c'est dans le cadre de cette affaire, parce que un élément, c'est la lettre que le fils Bolloré écrit à Paul Biya. Tout à fait. Où il évoque, le 12 septembre, voilà, où il évoque un peu la présence de Bolloré. Il a parlé de l'historicité tout à l'heure, de Bolloré au Cameroun. Ses activités, voilà, c'est ça. 5 000 emplois, presque 300 milliards d'investissement et tout le reste là. Donc, quand vous dites cela, c'est en cela qu'il ne faut pas non plus, ou qu'il faut rappeler que Bolloré a déjà obtenu la gestion du terminal à conteneurs du port de Kribi. Bien. Dans l'intérêt du Cameroun, qu'est-ce qui est préférable? Est-ce qu'il est souhaitable d'avoir un même opérateur qui gère le terminal à conteneurs du port de Douala et le terminal à conteneurs du port de Kribi? Parce que qu'est-ce que nous gagnons si c'est le même groupe qui gère les deux terminaux? Et qu'est-ce que nous perdons? Quel est l'avantage du Cameroun si nous voulons simplement rester focalisés sur le cas Bolloré? Parce que de ce que j'ai lu entre les lignes, pour Bolloré, ce serait la modulation entre les deux ports se ferait en ce moment-là dans l'intérêt de Bolloré. C'est-à-dire dans l'intérêt du Cameroun. Oui, il n'aurait aucun intérêt à développer les deux ports de manière à ce que il y ait une espèce de concurrence, n'est-ce pas? Même si il a fait passer plutôt le message par les autorités camerounaises qu'on dit il ne doit pas avoir de concurrence, comme si la concurrence serait une mauvaise chose entre les deux. Et donc c'est pour cela que dans l'analyse de ce dossier, avec toute l'influence qu'on peut imaginer, mais est-ce que le Cameroun est prêt à subir de Bolloré? Et c'est pour cela qu'il faut aller peut-être au-delà du port. Parce que dans la foulée de la visite de Drian, il y a eu une réunion sur les infrastructures ferroviaires, où Bolloré qui avait dit que, bon, finalement, il peut bien se passer du transport passager, a subitement dit que, bon, mais ce n'est pas si une bonne chose que ça, il peut bien revenir, même qu'il va relancer l'Intercity. Oui, l'Intercity, mais je veux dire la réhabilitation des voies ferrées, y compris celles qui semblaient être abandonnées. Je veux dire qu'on est là dans une stratégie de groupe pour montrer effectivement, comme expliquait Dibangou tout à l'heure, que je peux faire plus que le port. Mais le problème souvent chez nous, c'est l'analyse de ce type de dossier. Est-ce qu'on voit au-delà du port ou est-ce qu'on est simplement en train de discuter sur Bolloré a payé 600 millions en 2005, d'autres proposent de payer 24 milliards en 2020? Parce que souvent, malheureusement, c'est ce qui est arrivé dans l'analyse de ce type de contrat. Il y a eu un peu de sentimentalisme parce que pour les 600 milliards, je sors par là, 600 millions en 2005, le port de Douala, qui était en gestion autonome, n'arrivait pas à s'en tirer. Donc, je veux dire, on cherchait presque quelqu'un capable de mettre quelque chose pour que le port tourne, parce que pour nous, c'est une infrastructure vitale. Et donc, quand vous avez affaire à un capitaliste comme Bolloré, il vient, mais je vous dis, il vous prend au plus petit prix que vous êtes prêt à accepter sans laisser. Donc, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas donner plus, mais c'est ce que nous, c'est le minimum que nous négocions à l'État du Cameroun. C'est aussi simplement que ça. Sylvain, je vois, est-ce que... Peut-être que ça a été très bien négocié et que, comme nous sommes dans une logique capitaliste de rétrocommission, Bolloré demande, mais non, c'est créancier. Et si vous avez pris en 2000, vous m'avez mis à 600, c'est pas parce que je voulais être à 600, mais c'est parce que vos besoins répondaient à 600. Et je crois que dans la foulée, il y a eu plusieurs arrestations dans le cadre d'opérations Épervier dans ce port, je crois. Dans la foulée 2005. Donc il faut faire un agencement des événements pour comprendre peut-être que maintenant, vous l'aurez leur dit,
écoutez, c'est pas mon argent, c'est peut-être des multimilliardaires. L'ancien DG de cette époque-là, comment il s'appelait? C'était toujours à la gestion de ce port. Vous voyez comment beaucoup d'argent on coulait. Et donc, quand Bolloré arrive avec ces 600 millions, ils vous disent, bah, écoute, on peut bien vous donner plus, peut-être que vous allez détourner. Et maintenant, vous lui dites, toi, tu n'as donné que 600, moi je donne 24. Ben, vous voulez donner 24 pour enrichir qui en fait? Parce que là, on sait très bien que c'est de l'argent qui va se partager entre les copains. Donc là, c'était un peu le côté cynique. Hein. Mais vraiment, pour revenir à la réalité, c'est pour dire que, ben, écoute, on est dans la promesse là. Vous avez c'est vrai, on est dans la concurrence aussi et qu'on devrait. Moi, je suis un peu plus jeune pour comprendre qu'on doit donner l'opportunité. Mais il y a des domaines stratégiques comme celui du port. Mais puisqu'on n'a pas véritablement en ce moment je veux dire, qu'est-ce qu'on reproche à Bolloré en réalité? C'est-à-dire de ne pas mettre l'argent. Et si Bolloré se mettait au niveau de Thiel, à ce moment, ils ont l'offre financière et ils sont à offre financière égale. Maintenant, on regarde l'offre technique, c'est ça. Et pourtant, qu'est-ce qui nous intéresse en réalité? C'est l'offre technique ou l'offre financière? Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'offre technique. C'est-à-dire que si l'offre technique répond à mon rêve, le rêve camerounais d'un port vraiment autonome à Douala et d'un port de Kribi qui va répondre aux besoins, je veux dire, qui va respecter les indications de sa maquette et de tous les plans techniques, les business plans qui ont déjà été montés et tout ça, moi, je pense que c'est une offre technique qui peut être intéressante. Mais non, l'offre financière, c'est comme chez les Chinois, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est original, on peut vous faire la contrefaçon au même prix. Et généralement, je me méfie des routes qui coûtent moins de 4 milliards. Vous comprenez? C'est-à-dire des routes, on vous dit on va vous faire la route de ce machin, mais la nationale, regardez les routes, comment on a fait, parce qu'on a fait des offres comme ça. Qui le fait? Regardez les routes de Razel. Tout le monde se plaint que c'est des routes qui coûtent trop cher, mais parce que Razel, il met du sien, et Razel fait du travail qu'il peut faire. Alors, et donc, quand Le Drian arrive, c'est un ministre, il n'est pas ministre, il est ministre de la coopération, je crois. Non, ministre de l'Europe et des relations étrangères. Des affaires étrangères, ouais. Nous, on est en relations extérieures. Mais ils sont des autres affaires étrangères, la coopération. Je crois qu'on a juste changé ça. Donc, c'est également un VPR de la France. Donc, il vient vendre ses produits et c'est un grand politicien. C'est très bien négocié, le gars. Oui, vous placez. Oui, je voudrais réagir par rapport à ça parce qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression ici que. Vraiment on s'acharne, non, que tout le monde vraiment envoie à Bolloré, que vraiment c'était un petit saint qui nous proposait des choses vraiment concrètes et que l'autre nous vendait du vent. Non, ce n'est pas vrai. Il y a eu un classement. Lorsque je suis intervenu tout à l'heure quand Philippe soit parlé un peu de Bolloré, en réalité Philippe parlait et ce qu'il disait n'était pas faux en termes de l'avoir postulé, mais c'était un peu partiel ce qu'il disait. En réalité, c'était quoi? Lorsqu'on lance l'appel d'offres en janvier 2018, 12 janvier 2018, je crois, il y a une préqualification, 9 entreprises sont retenues. Parmi lesquelles Bolloré avait quand même, comme il ne voulait pas être candidat parce qu'il estimait qu'il y avait un contrat, on lui avait promis une prorogation de son contrat, avait quand même déposé un dossier, mais c'est un dossier qui était, selon le port de Douala, qui n'était pas même éligible. Mais malgré cela, les 9 premiers qu'on retient, Bolloré est classé 7e. Vous comprenez très bien. Il est classé 7e. Ça veut dire que si on fait une shortlist de 3, maintenant quand on fait la shortlist de 5, on va faire, plus tard on va faire la shortlist de 5. Parce que dans les premiers préqualifiés, parce que généralement dans ce type de marché, on sait qui est déjà dans le domaine. Donc il y avait 9 au départ. Il est 7e dans cette première vague-là. Et parmi les raisons qui ont gouverné ce classement, c'est qu'il y avait déjà une créance querellée et puis on estimait que son offre était un peu bâclée tout. Donc il est classé 7e. Ça, c'est selon le port de Douala. Il est 7e. Après, on fait une shortlist de 5. Donc lorsqu'on va retenir 5, il ne peut plus être tout à fait passé les 7e. Il est passé les 7e. Après, le port autonome de Kribi va finalement expliquer, va finalement expliquer le choix, pourquoi ils ont choisi TIL en termes d'offres et de propositions. Donc on sait par exemple qu'à l'issue de ce classement, TIL avait été déclaré premier avec une note de 95,5 sur 100. Il y avait 100
100 points possibles et avec proposé de payer, on l'a dit tout à l'heure, des redevances d'à peu près 325 milliards et autres, et les deuxièmes et autres venaient avec des notes moindres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pu examiner les offres qui avaient été faites au plan technique, au plan financier, et on a déterminé qui était adjudicataire. Maintenant, il faut regarder davantage du côté des stratégies. Lorsque le gouvernement, aujourd'hui la présidente de la République demande de suspendre le processus, est-ce que ce n'était pas peut-être pour lever les enchères? C'est-à-dire sachant comme on sait qu'il y a un contentieux qui est pendant devant la justice, donc au niveau de la Cour suprême, à tout moment, on peut user de ce prétexte-là pour suspendre l'offre. C'est-à-dire qu'on remet la balle au centre. La balle au centre. Et puis peut-être on relance même le débat en faisant en sorte que Bolloré qui peut revenir, qui peut être remis en selle, c'est-à-dire qui peut être candidat, c'est désormais ce qu'il faut payer. Comme ce qu'il faut faire comme proposition. Parce que c'est son adversaire est à tel niveau. Voilà. Donc il ne faut pas exclure tout ça. Il ne faut pas exclure tout ça. Et ça fait que, en remettant la balle au centre, c'est vrai, on a l'impression qu'il y a une sorte de diktat. Parce que le même cas s'est produit lorsqu'il y avait l'attribution du port du conteneur à conteneur à Kribi. C'est-à-dire que la décision, vous savez qu'il y a eu un procès en France contre France 2, qui avait fait un documentaire à l'époque, Bolloré, cet ami qui vous veut du bien. Il y a eu un procès contre France 2 qui avait France 2 avait indiqué dans son enquête que il y avait eu, une influence du Quai d'Orsay dans le choix de Bolloré. Et vous savez bien que Bolloré a perdu ce procès. C'est-à-dire pour avoir tenté ce procès, il dit que non, il y avait eu des pressions. Bolloré a perdu ce procès. Contre des journalistes. Bolloré a perdu le procès. Parce que les journalistes avaient pu établir, et à l'époque, on sait très bien que dans la shortlist, Bolloré ne faisait pas partie de la shortlist. Mais curieusement, à la fin, il est apparu comme celui qui était adjudicataire. Et donc, après la visite du président Hollande. Après la visite du président Hollande. Et nous sommes là à l'heure des réseaux sociaux. Ce genre de document qu'on a vu signé du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, c'est le genre de document à l'époque quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, WhatsApp, vous pouvez le découvrir 4 ans, 5 ans plus tard. C'est-à-dire que vous ne savez même pas. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, un document, à peine l'encre est séchée, que les gens... Donc il est marqué confidentiel. Il est même marqué confidentiel. À peine l'encre est séchée, que ce document se retrouve partout dans les réseaux sociaux et vous commencez donc à découvrir parfois l'envers du décor de certains contrats. Pour ceux qui sont peut-être naïfs, ça peut les choquer. Mais ceux qui sont dans la réelle politique, dans le business pur, ça ne choque pas parce qu'on sait qu'en règle générale, ce type de contrat, il y a souvent des choses sous-jacentes, il y a des choses qu'il faut négocier, des choses plutôt stratégiques. Il ne faut pas regarder, Philippe Soabize, il ne faut pas seulement regarder le terminal à conteneur que vous regardez là. Il faut regarder d'autres enjeux. Et ce sont les enjeux cachés qui peuvent peut-être nous éclairer et nous indiquer pourquoi le gouvernement remet la balle au centre. Mais moi, en tant que journaliste qui m'intéresse aux questions économiques, je vois davantage la pression qui est mise sur Bolloré. C'est-à-dire de sorte que si on reprend le processus d'adjudication, Bolloré sait exactement à quel niveau doit commencer ses propositions. On a vu le même cas avec Total au Gabon. Lorsqu'il y a la contestation post-électorale au Gabon, les gens commencent à dire non, il faut que Ali Bongo quitte le pouvoir. Ali Bongo s'est simplement souvenu que Total avait une dette de près de 1000 milliards de francs CFA et qu'il était temps de négocier. Et vous savez aujourd'hui, la contestation est tombée. Vous ne savez pas très bien ce qui s'est dit, mais on sait qu'il y a eu des va-et-vient entre le Quai d'Orsay ou alors entre le palais de bord de mer et l'Élysée. Il y a eu beaucoup de tractations. Donc, situons-nous dans ce contexte-là, mais avouons-le et confessons-le aussi. On va sortir de ce sujet. Vous avez évoqué qu'il y a, vous avez vu l'aspect économique. André Maïs Zibaou a vu la protection un Cameroun qui cherche une protection derrière un membre permanent du Conseil de sécurité. C'est également
le point de vue, madame. Non, pas une protection, parce qu'en réalité, qui a une amitié et qui entend entretenir cette amitié avec ce partenaire. C'est un partenaire qui est heureusement membre permanent du Conseil de sécurité, parce que tout le monde n'a pas cette chance. Mais nous parlions. On n'a pas besoin Et non, c'est pas un paternalisme. Ça, c'est la réelle. Vous parlez de réalité. Oui. Non, ça, c'est pour éviter de rêver. Moi, je retiens de votre intervention que vous n'en avez pas après Bolloré. Vous ne contestez pas son efficacité dans le monde. Non. On nous a fait le chapelet tout à l'heure de sa gestion dans le monde. Et peut-être que partout ailleurs, il y a des choses à améliorer. Mais Bolloré vous dit qu'il ne peut pas perdre là où il est dans un État, au Cameroun. C'est vrai que le Cameroun, c'est le Cameroun, mais il ne peut pas venir perdre face à Thiel alors qu'il gagne dans le monde entier devant tous les autres. C'est la deuxième flotte navale mondiale après les États-Unis d'Amérique. Donc, et c'est Bolloré, je parle de Bolloré. Qui est la deuxième flotte? Oui, la France notamment, donc elle s'y connaît. Bolloré, au même titre que, comment elle s'appelle, Dassault, c'est des entreprises d'État, hein, c'est pas que des multinationales comme ça, Total. Non, c'est pas ça que vous avez le flotte, je me suis posé oui, non, la flotte, écoutez, vous savez très bien que tout ça est lié, bien sûr. Vous n'êtes pas naïf au point de ne pas voir derrière tout cela. Donc, il y a un problème d'armes aussi, d'armement. En Côte d'Ivoire, il y a eu cela, ça a été relevé, que ça passe parfois par des navires comme cela, ok? Jean-François, nous parce qu'on a si le politique peut intervenir dans cette affaire pour Bolloré, il faudrait effectivement que Bolloré soit à la même hauteur que son rival. En ce moment-là, à partir de là, on peut donc tenir compte d'un certain nombre de liens historiques, de tout ce que vous voulez dire. Il faut savoir que comme 4 milliards, on veut de l'argent là. Voilà. Ben écoutez, on ne peut pas être de l'argent tout le temps, mais moi je suis gêné un peu de plan technique au plan financier. Est-ce que vous arrivez à ce niveau-là, je crois que ça peut, de la technicité de mais là, il y a une deuxième chose, il y a un deuxième aspect. Gestion des ports, ça c'est au Cameroun. On a deux ports, parce que ce qui se passe dans d'autres pays, c'est qu'il y a un seul port. Alors, deux ports. La Côte d'Ivoire aussi. Pour le moment, écoutez-moi. La Côte d'Ivoire aussi. Qui, pour le moment, sont des ports malheureusement marchands. Parce que si on avait des ports spécialisés, on devrait diversifier la gestion de ces ports-là au niveau des partenaires étrangers. Bon, peut-être que la confusion peut s'installer aujourd'hui, parce que tous les deux ports sont marchands. Mais si le port de Créby était un port spécialisé, ou Douala, il serait dangereux, n'est-ce pas, de donner ces ports-là à un seul opérateur. Ce serait vraiment dangereux en ce qui concerne la sécurité même du Cameroun. Alors, on va aborder le second sujet au menu de Zapresse de ce dimanche. C'est justement ce sommet qui s'est achevé du côté de Sochi en Russie c'était vendredi. Sommet qui s'est tenu les 23 et 24 octobre 2019. Alors, Madame Combe, on connaît la Russie plus sur le plan militaire, notamment sur le plan du renseignement, la formation, la vente du matériel militaire. Mais est-ce qu'à votre avis, sur le plan économique, la Russie vous paraît un partenaire un peu sérieux? Je pense que nous devons nous ouvrir, et comme l'a toujours fait le chef de l'État, le président Paul Biya. Le Cameroun est un pays qui s'ouvre dans d'autres horizons. Nous avons une bonne coopération avec l'Europe, nous avons une bonne coopération avec la Chine. Et pourquoi ne pas s'ouvrir également à la Russie? Parce que dans toute coopération, il y a des bienfaits, il y a du gagnant-gagnant. Parce qu'ils auront intérêt à venir chez nous et nous aurons aussi intérêt à coopérer avec la Russie qui est un grand pays. À part des nucléaires, il y a des industries également. Et pourquoi ne pas développer aussi sur
sur le plan nucléaire ces différents aspects dans notre pays de Cameroun. Moi, je pense que ça a été un grand bond. Moi, je crois que ça a été un grand bond pour le Cameroun de participer à ce sommet. Et le Cameroun, c'était un grand pays de la diplomatie. Même comme nous attendons. Il a privilégié peut-être la rencontre avec le brillant au lieu d'aller, par exemple, en Russie. Vous savez, le chef de l'État ne peut pas être partout au même moment. Le déplacement a été fait et puis ça dépend également du partenaire qui est en face. Pas du partenaire qui est en face, mais des rendez-vous qui ont été pris à l'avant. Parce qu'il y a quand même des rendez-vous qui sont pris à ce niveau. Et on doit respecter les rendez-vous pris. On peut penser par exemple que le ministre des Affaires étrangères avait eu son rendez-vous longtemps avant que le sommet ne soit annoncé. Qu'à cela ne tienne, je ne vois pas en quoi ça pourrait gêner que le Premier ministre représente le chef de l'État à ses assises. Le ministre des Relations extérieures. Donc je me dis que nous ne devons pas toujours aller chercher le négatif dans des actions. Le chef de l'État pose des actions, est cohérent dans ses discours, est constant. Donc si il a été décidé, si à ce haut niveau de la hiérarchie, il a été décidé que le Cameroun soit présenté par le ministre, son Excellence, je ne trouve pas en quoi cela pouvait avoir un jeune. Nous attendons les retombées dans la participation du Cameroun à ces assises. Et justement, puisque vous parlez des retombées, je signale que la Russie, en marge de ce sommet de Sochi, il y a eu beaucoup de négociations entre certains partenaires russes et le gouvernement camerounais. La Russie a promis de reconstruire la SONARA, la Société nationale de raffinage, qui, vous le savez, a été victime, je crois, d'un incendie de 31 mai dernier. Et il y a aussi, la Russie a également promis ravitailler le Cameroun en produits pétroliers le temps que vont durer les travaux de la reconstruction de l'usine. Philippe Soa, alors, qu'est-ce qui peut bien justifier ce comeback-là de la Russie? On sait que on n'entendait pas beaucoup la Russie sur le plan économique, on l'a dit, mais on a comme l'impression que la Russie veut revenir en force. Elle a été par le passé, je le souligne, voilà. Donc, moi, il y a eu un break et on a comme l'impression qu'elle est en force. L'écroulement du mur de Berlin et puis l'éclatement, la Russie a connu une période de vagues creuses. Et donc, ce qu'on voit là, c'est juste, comme vous le dites, un retour, n'est-ce pas, une montée en puissance, même si on doit préciser. Et donc, c'est par palier. L'Afrique, certainement, est le palier maintenant que la Russie souhaite atteindre après avoir reconquise ses zones d'influence au niveau de l'Europe de l'Est, qui était pour la plupart passée à l'Ouest, avec l'adhésion à l'Union européenne, l'accès à la démocratie et tout ça. Je crois que les dernières salves, c'est les événements de Crimée qui ont permis de rappeler, n'est-ce pas, aux États-Unis, à leurs alliés européens, qu'il y a une limite, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'elles considèrent comme sa zone vitale. Elle a renoué, n'est-ce pas, ses liens avec la Chine. Je crois qu'à ce niveau aussi, c'est terminé. Et donc, maintenant, elle peut se projeter sur d'autres théâtres d'opération. On a vu comment, depuis pratiquement 3 ans, elle est de plus en plus présente, n'est-ce pas, sur le continent, en Libye. Sur le plan militaire, parce que si on regarde la Centrafrique, si on prend le plan il faut entrer. Et encore, quand on dit sur le plan militaire, ça c'est parce que, je dirais, nous sommes alignés sur l'analyse des médias d'un certain pays. Parce que si nous parlons du Cameroun, la Russie est présente depuis bientôt 5-6 ans. La Russie est sur le chantier de l'exploitation gazière.
au large de Kribi depuis. Nous n'en parlons pas ici. Donc ce n'est pas parce que les médias occidentaux, notamment français, disent que la Russie n'a que les armes que nous aussi nous devons ne voir que les armes. Il ne faut pas oublier que la Russie c'est une grande puissance économique. Elle l'a été bien devant la France, elle a perdu ce rang-là, mais même quand elle était en situation de fragilité, les pays de G7, ces pays les plus industrialisés, se sont vus obligés d'ajouter la Russie, qui n'était pas au même niveau d'industrialisation, mais compte tenu, n'est-ce pas, de sa puissance, on ne pouvait pas l'écarter d'un certain type. Donc on l'a un peu remise à l'écart ces jours, c'est à cause de leur querelle, mais personne n'ignore que là où la Russie veut agir, je veux dire qu'il y a beaucoup de pays qui sont obligés, n'est-ce pas, de faire marche arrière. Donc, je crois que c'est ce qui est en train Poutine a réussi déjà à solidifier les bases de son pays, et donc il peut aller maintenant à la conquête. Au-delà des pays amis ou des zones d'influence traditionnelle, il s'attaque maintenant à ce qui pouvait jusque-là être considéré comme des précarés, des chasses gardées et tout le reste, parce qu'elle a des outils au-delà des armes qu'on nous présente. Elle a une technologie sur beaucoup de domaines, elle a un savoir-faire, parce que si nous parlons pour nous, bon, on le voit passer, mais c'est une puissance spatiale telle qu'on n'en trouve pas en Europe, par exemple, n'est-ce pas? C'est une puissance militaire, c'est vrai, mais en matière minière, on ne le dit pas assez. Que ce soit sur le pétrole, que ce soit sur le gaz. Donc, c'est beaucoup plus parce que notre vision du monde, nous apercevons le monde à partir de la lucarne européenne, que parfois nous utilisons un certain vocabulaire. Mais je crois qu'aucun pays africain n'a à se sentir, comment dire, amoindri d'être en partenariat avec la Russie. C'est tout le contraire. Sylvain Django, il y a le président Vladimir Poutine qui a rappelé qu'à l'époque, à l'ouverture du sommet, il rappelait qu'à l'époque de l'URSS, la Russie avait effacé plus de 20 milliards de francs CFA de dettes aux Africains, et elle entend poursuivre dans ce sens en doublant même le volume des échanges commerciaux d'ici 20 ans. Ça résonne, d'ici 5 ans, pardon, ça résonne comme de la flatterie en ce temps-là. Oui, il n'y a pas d'action sans intérêt. C'est-à-dire que la Russie réagit comme un pays normal. C'est-à-dire aller chercher les intérêts, aller chercher les parts de marché. Aujourd'hui, l'Afrique représente un vaste champ de marché. C'est-à-dire que c'est le pays l'Afrique est à construire. Je vous rappelle par exemple, il y a un sommet, il y a eu sommet France-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet Japon-Afrique, voilà, sommet Russie-Afrique, c'est chaque sommet, je crois que c'est Chine-Afrique, voilà. Chaque Brésil-Afrique, voilà. Chaque puissance aujourd'hui a son sommet avec l'Afrique. C'est-à-dire que ce soit en termes de regroupement ou en termes de pays individuels ou individualisés, c'est chaque pays ou chaque puissance aujourd'hui qui a son sommet avec l'Afrique. Pourquoi? Parce que ceux qui sont proactifs, ceux qui ont de la vision ont compris qu'il est intéressant. Parce qu'il y a tout à construire en Afrique. La plupart des pays africains ne sont pas industrialisés, mais ont un énorme potentiel. Si vous prenez par exemple dernièrement à Sochi, la Russie a promis beaucoup de choses au Cameroun, par exemple dans le domaine de l'armement. Au moment où on essaie de mettre l'embargo pour la vente d'armes au niveau de la France ou des États-Unis, qui parfois peuvent nous menacer de nous retirer leur soutien en termes financiers et techniques ou matériels, la Russie a promis de nous vendre des missiles anti-aériens. Si j'ai mis l'accent sur la question militaire, c'est parce que la Russie a profité de ce sommet pour pouvoir exposer son matériel militaire. Pourtant, l'objectif était de parler de l'aspect économique. Mais non, pas seulement, le commerce des armes, c'est toujours de l'économie. C'est toujours l'économie, c'est-à-dire que c'est économique. Et également, la Russie a promis son soutien, même pour reconstruire la Sonara. Vous savez que 4 des unités sur les 13 de la Sonara ont été complètement détruites. La Russie a promis son expertise et même un apport financier pour pouvoir reconstruire cela. Et Philippe fait bien de le préciser, l'exploitation du gaz liquéfié au large de Kribi,
Vous pensez que c'est qui? Donc il y a des géants comme Gazprom, il y a des gens comme Lukoil qui sont là, qui sont intéressés et qui ont manifesté. Ce n'est pas pour rien, parce qu'on va toujours revenir sur le Drian, ce n'est pas pour rien qu'au moment où, ce n'est pas fortuit, au moment où se tient ce sommet, Monsieur Le Drian débarque à Yaoundé, alors que... Madame, comme explique que l'invitation, cette main était déjà... Non, peut-être, non, c'est elle qui a dit tout à l'heure là qu'elle ne lit pas les enveloppes dans... Elle a dit tout à l'heure, moi je ne veux pas également me permettre de lire les enveloppes, mais je note seulement que ce sont des faits, il faut être factuel. Ce sont des faits, c'est-à-dire que ce n'est pas, on ne peut pas faire comme si on n'a pas vu ça. On voit très bien qu'au moment où se déroule ce sommet, Monsieur Le Drian est à Yaoundé et il est reçu par le chef de l'État. Et il parle le jour de la clôture de... C'est tout ça. C'est-à-dire que si vous faites un peu d'analyse politique, vous vous rendez compte que ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit tout ce qui est en train de se passer. Et il faut être capable de mettre bout à bout cet ensemble de faits pour comprendre que nous nous trouvons en pleine guerre économique. Il y a la guerre économique qui est là et à l'Afrique maintenant de tirer l'épingle du jeu. Les périodes où les puissances se partageaient un peu les pays africains en termes de précarité et autres, ces périodes-là ne sont pas totalement, c'est pas totalement dépassées, mais on est en train d'aller vers une mutation de ces précarités-là où les puissances disent que aujourd'hui ils peuvent même cohabiter parce que nous ne disons pas, c'est pas parce qu'ils sont ennemis. La cohabitation n'est pas toujours. Je voudrais que vous écoutiez un peu Jean-François Mbengava également réagir à cette déclaration du vice-ministre russe des Affaires étrangères. C'était à l'ouverture du sommet. Mikhail Bogdanov, il dessinait les contours de la relation russo-africaine. Il disait, je le cite, il sera question d'instaurer un vrai dialogue entre la Russie et ses partenaires africains, être aux côtés des amis africains dans leur lutte contre les nouvelles formes de colonialisme. Il ajoute, le message est clair. Les Russes ont toujours soutenu les Africains et continueront à le faire face aux anciennes puissances coloniales et à celles qui aujourd'hui semblent caresser l'envie de leur succéder. Oui, ça signifie que là, on a comme l'impression qu'il est en train de s'attaquer à la Chine et à la France. Non, ce n'est le cas de l'Afrique francophone. C'est un bien grand mot là, à s'attaquer. Est-ce que vous savez par exemple que pour que Bolloré puisse gagner la concession de l'exploitation du terminal à conteneurs à Kribi, il s'est allié avec les Chinois. On forme des groupements, on fait un consortium. Donc, ne vous dites pas que ces gens viennent parce qu'ils se font. Non, c'est chacun qui vient pour ses intérêts. Donc, au moment où il faut coaliser, il y aura coalition. Le problème, ou alors l'enjeu majeur, ce sont les parts de marché. Il y a beaucoup à prendre en Afrique. Bolloré, par exemple, fait son plus gros chiffre d'affaires en Afrique. C'est-à-dire en termes d'exploitation. Bolloré au Cameroun, par exemple, est dans le domaine du rail. Il est dans le domaine de la logistique, c'est-à-dire l'exploitation des terminaux. Il est dans le domaine de Socapal, parce que c'est un groupe qui n'aime pas beaucoup en parler, mais comment est constitué le capital de Socapal? Socapal est contrôlé par Socfin, qui est suisse. Mais qui est majoritaire à Socfin? C'est le groupe Bolloré. Donc, il contrôle Socapal à travers une société, on peut dire une société écrasante, ça veut dire qu'il y a une société devant vous, mais derrière, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et au moment où il faut faire coalition, les Suisses et les Français vont faire coalition. Au moment où il faut faire coalition, même les Russes, les Américains et les Chinois vont faire coalition. C'est au Cameroun de tirer son épingle du jeu et de pouvoir gagner, d'avoir un gain dans ces partenariats, dans ces multi-partenariats. C'est déjà une très bonne chose d'avoir une diversité dans le partenariat, mais toujours est-il qu'il faut qu'on puisse nous-mêmes avoir un gain dans ces multiples partenariats, parce qu'il ne suffit pas juste de multiplier les partenariats. Qu'est-ce que nous gagnons dans ces multiples? Est-ce que nous négocions bien lorsque nous voulons faire commerce avec ces puissances-là? Parce qu'il n'y a aucune puissance qui nous aime. Ne nous disons pas que c'est parce qu'il y a la philanthropie ou alors ils nous aiment beaucoup. Non, ce n'est pas ça. Ils viennent pour faire de l'argent. Nous sommes en plein monde capitaliste. Donc on doit pouvoir comprendre que ce sont des relations où les gens viennent pour chercher leur intérêt. À nous également de pouvoir dégager notre intérêt. Jean-François Mbengava, je voudrais qu'on revienne un peu sur cette déclaration lorsque le vice-ministre des Affaires étrangères russe dit que la Russie va aider les peuples africains à lutter contre les nouvelles formes de colonialisme et à lutter également contre ceux qui veulent succéder
à ces colons là, disons-le. On a comme l'impression que la Russie voudrait utiliser ce qui transparaît en Afrique francophone comme étant un sentiment anti-français pour pouvoir s'imposer en Afrique. Non, vous savez, la Russie n'a pas assisté à la conférence de Berlin de 1884, 1885. Donc la Russie en ce moment-là était en guerre en Europe centrale, dans les pays Balkans, contre les Turcs. Donc la Russie n'a pas signé la déclaration de Berlin. Donc n'est pas parmi ceux qui ont opéré la conquête de l'Afrique, la première conquête, parce que le continent africain était le dernier à être conquis. Et ceux qui ont donc conquis l'Afrique, du moins parmi eux, la Russie n'y était pas. Bon, maintenant nous sommes en train d'assister à la deuxième conquête de l'Afrique. Parce que la première conquête de l'Afrique, sur le plan économique, était une économie marchande. C'était le commerce. C'est-à-dire, ces vents, ils venaient vendre, ils venaient en acheter, etc., etc. Mais aujourd'hui, il y a des technologies qui se sont développées et qui permettent cette deuxième conquête, parce que là, les gens ont des moyens pour exploiter le sous-sol, pour exploiter tout ce que vous voulez. Ils ont des technologies qui leur permettent justement de mieux exploiter l'Afrique aujourd'hui que qu'au 19e siècle. Bon. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de prétendants. Les Asiatiques, les nouvelles puissances asiatiques sont là, avec en tête la Chine, vous avez la Corée, vous avez le Japon, etc. Vous avez tous ces pays. Parce que maintenant, c'est la grande ruée. Il faut c'est la deuxième conquête de l'Afrique, et celle-ci est la plus dangereuse si les Africains n'y participent pas de manière efficace. Si les Africains ne prennent pas de dispositions pour gagner gros dans cette affaire. Maintenant, avec la Russie particulièrement, la Russie avait déjà des rapports avec les Camerounais au plan politique. La plupart de ceux qui ont lutté contre les Français pour l'indépendance du Cameroun, et ça, ils étaient soutenus par la Russie, n'est-ce pas? On a accusé également la Russie d'avoir imposé le marxisme en Afrique. Bon, alors, donc, c'est là, les Camerounais, je parle précisément des Camerounais, parce qu'il y a eu d'autres pays qui ont eu le soutien politique de la Russie. Une université a été créée, l'université de Lumumba, pour accueillir des étudiants africains, qui existaient encore, et les Camerounais qui ont lutté pour l'indépendance ont eu le soutien de la Russie. La Russie a créé ici l'école des eaux et forêts de Palmayo, et puis récemment donc le gaz, etc. Alors l'avantage avec la Russie ici, parce que le Cameroun est dans la diversification de sa politique économique internationale, et dans cette diversification, il faut que nous ayons des partenaires qui nous assistent dans la transformation de nos produits. C'est-à-dire, pour donner une valeur ajoutée à nos produits, nous avons besoin de les voir transformés. Localement. Or, vous avez vu dans le secteur de Bolloré, c'est le secteur des services. C'est surtout les services. Bon, alors, mais maintenant, nous on aimerait également, à côté des services, parce que les industries de services à notre niveau ne sont pas encore une priorité, mais nous voulons transformer ce que nous produisons pour avoir la valeur ajoutée. Alors, et c'est là que la Russie peut nous aider, parce que si nous avons une Sonara qui peut transformer toutes les formes de brut que nous avons, mais c'est une très bonne chose. S'ils peuvent nous aider à liquéfier notre gaz et à l'exporter, ça nous fait de la valeur ajoutée. Là, on revient sur ce que Sylvain Njoro disait sur la négociation. Tout parle de comment ça a été négocié, comment les contrats ont été négociés. Voilà, parce que vous avez vu là-bas dans la délégation camerounaise, il y avait le ministre de l'énergie, le ministre du commerce, le ministre de l'économie, etc. Bon, donc c'est pour dire que la priorité avec l'avantage avec la Russie serait la transformation, parce que vous avez vu ici nous avons cassé un certain monopole. Les Français avaient le monopole du ciment au Cameroun, mais nous avons réussi à casser ce monopole.
Parce que nous avons eu d'autres partenaires, et même des Camerounais. Aujourd'hui, par exemple. Et même des Camerounais. Bon, donc, nous, ça n'a pas beaucoup changé, ça n'a pas influencé les prix. Mais nous, ça varie entre 200, 300, 500. Mais justement, là, on ne peut plus nous faire du chantage. La FACH ne peut plus nous faire du chantage. Oui, mais il y a une attente entre producteurs. Bon, vous chutez parce que... Alors, je dis donc, en fait, je voulais justement expliquer de dire deux choses. Qu'il s'agit de la nouvelle conquête de l'Afrique. Et cette conquête est beaucoup plus importante que la première. Et la deuxième chose pour le Cameroun, ça porte sur le choix de diversification de son économie internationale. Et avec la Russie, nous voulons nous ouvrir davantage à la transformation de nos produits. André Marie, pourquoi le Cameroun et peut-être que l'Afrique de manière globale n'arrive pas à saisir l'opportunité de cette diversification des partenaires pour pouvoir son décollage économique? C'est quoi le problème? Le problème, c'est comme on le dit ici depuis quelques minutes, les contrats sont mal négociés ou alors le problème se situe ailleurs. Alors, il faut diversifier les partenaires, ça c'est bien, il faut le faire partout. Donc, il faut démonopoliser tous les secteurs. Autant qu'aujourd'hui, le débat, les termes du débat aujourd'hui, c'est le monopole exercé par Bolloré dans le secteur maritime, les transports. Ça, c'était pour le premier débat là, maintenant on est au second débat maintenant. Bon, nous y sommes presque, les deux, nous sommes dans la diversité. D'accord. Ensuite, vous savez, les Américains ont aussi le monopole de l'électricité. Sonel, je crois, donc, il faut aussi ouvrir. Parce que les Chinois, par exemple, peuvent nous apporter une offre énergétique plus conséquente. Si vous prenez le domaine du sucre avec la Sosucam, il y a eu des problèmes à ce niveau-là. Donc, il faut se démonopoliser. Je ne sais pas si c'est les Français là-bas qui vont se faire la guerre contre les Russes, je ne sais pas moi qui. Donc, il faut un vrai débat sur les secteurs prioritaires. Donc, les secteurs prioritaires qui vont permettre, donc qui vont influencer directement sur la consommation le ciment par exemple, lorsque il y a concurrence de prix, vous voyez, c'est le ménage qui en profite. Le port de Douala, je ne sais pas s'il y a concurrence de prix, qui en profite en fait, c'est les marchands. Et qu'est-ce qui arrive au port? C'est tout ce qui vient d'Europe, des déchets et tout. Et ça ne va pas vraiment nous favoriser la production locale. Vous voyez? Donc on est en train de fabriquer des paresseux en leur disant, écoutez, on veut des ports tout, on peut faire entrer tout. Et puis vous dites, la Russie nous dit qu'ils vont aider les Africains à résister face à l'oppression, mais c'est pas un pays qui est exemplaire en matière de démocratie. Ok? Donc je pense pas que nous avons des leçons de démocratie à recevoir de la Russie. C'est un partenaire privilégié, c'est vrai, mais la Russie ne peut pas nous apprendre, si vous voulez, notre façon de nous comporter. Et voilà, le dire, le vice-ministre en plus, c'est pas Poutine qui le dit. Non, mais il ne parle pas de démocratie, pas de non, donc écoutez, je veux pas vous parler de qui, le vice-ministre des Relations étrangères. Oui, il est vice-ministre des Affaires étrangères, vous voyez, et il reçoit les chefs d'État africains à un sommet. De colonisation. Non, je vous dis, le vice-ministre russe des Affaires étrangères reçoit des chefs d'État africains. Il fait le discours. Et Poutine, il est où? Et vous dites que notre président n'est pas allé à cette rencontre parce qu'il est resté recevoir chez lui Le Drian. Bon, il aurait pu rencontrer Poutine peut-être quelque part de l'autre côté. Il est ministre, au moins il est plein. Et il ne donne pas de leçon de comment on se comporte, comment on fait la démocratie. Et c'est en cela que je préfère les partenaires sérieux parce que eux, ils ne nous donnent pas de leçons de démocratie. Autant qu'on disait que la Chine nous donnait de l'argent sans contrepartie, ils ne mettait pas de conditionnalité. On préférait l'argent de la Chine qui était très facile. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, c'était un argent piégé parce qu'on n'a même plus de pièces de monnaie en haut là. Et ensuite, on se retourne. Oui, c'est un peu rigolo, mais moi, ça me fait pas rire. Ok, moi, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. La Russie est un très bon partenaire. Qui fait rire. Très bien. Mon raisonnement, c'est vous qui l'avez pris. Et je préfère que ce soit les Est-ce que la Russie est un bon partenaire sur le volet économique, mais pas un bon donneur de leçons? Si on peut le dire. Je dis que oui, là, nous ne doutons pas des compétences russes en matière de construction, en matière notamment de pétrole.
Donc la Russie, dans le monde, c'est un des producteurs les plus importants de gaz et tout. Donc il y a une expertise russe en la matière qu'on peut exploiter. La France, c'est plus le nucléaire. Vous pensez qu'il y a autre chose? La France, il y a un autre pays au monde qui utilise une nucléaire comme la France? Non. Si nous on est encore à notre énergie du pétrole et tout le reste, alors on prend la Russie, c'est le gaz. C'est ce qui s'est passé en Crimée avec la Russie, tout le monde, ils aiment bien ça. Mais bon, écoutez, l'Amérique aussi aime le pétrole, vous savez ça? Bon ben non, l'Afrique c'est pas trop là, dada. Ils sont ailleurs. Mais vraiment, moi, vous voyez, moi ce qui m'intéresse, c'est vrai qu'il y a une retombée économique et tout, mais moi je suis beaucoup plus internationaliste. Donc moi je vois ce que le journaliste ne voit pas. Je vois ce que je vais dire que sans prétention aucune, c'est-à-dire que mon angle d'appréciation des choses vont au-delà de la technicité, parce que le journaliste il est technique, il est pratique, mais il y a une dimension politique. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple simple. Vous voulez acheter des armes à la Russie. Moi par exemple, je viens vous dire, sur le plan, parce que les armes ça passe par le Conseil de sécurité, je vous dis que sur le plan de la légitimation de la violence, de l'action que vous voulez faire avec cette arme, la Russie ne semble pas être notre partenaire privilégié. Vous ferez mieux d'acheter ces armes à la France qui se soucie un peu des droits de l'homme, qui va faire le service après-vente. Vous savez comment on a distribué des armes à des rebelles libyens? Écoutez, vous savez comment on a distribué des armes à des rebelles libyens? On a balancé en haut et puis on ne sait même plus où se trouvent ces armes. Il y a eu tellement plus d'armes en Libye que des Libyens eux-mêmes. Voilà, c'était arrivé comme ça. Écoutez, vous êtes en train de mettre des règles, mais après, qui va assurer le service après-vente? En tout cas, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. J'espère avoir rendu la question. C'est compris. Tatiana Mélier, on va commencer, on va prendre les choux gras, on revient juste dans 2 minutes. Bonjour Tatiana. Bonjour Jean-Charles, bonjour à tous. Dans un instant, la première halte ou la deuxième de cette émission sont les choux gras. Ça presse, choux gras, les nouvelles des médias et les hommes des médias. Alors Tatiana, l'actualité phare de cette semaine, c'est cette guerre d'audience entre Canal 2 International et Equinox Télévision. Les deux chaînes de télévision se disputent la tranche horaire 19h-22h, dite de grande écoute. Canal 2 a depuis lundi dernier une nouvelle émission dans cette tranche, le débrief de l'actu qui démarre à 18h45, soit 15 minutes avant Equinox ce soir. Un programme qui s'était justement démarqué avec le concept de débriefing de l'information. Tout de suite, la nouvelle émission de Canal 2 est perçue comme une réponse à ce soir où convergeaient la plupart des téléspectateurs en soirée, mais pour Carole Yémélan, présentatrice de cette émission et directrice des programmes de Canal 2, ce concept avait été pensé depuis au moins 1 an, précisément pendant la présidentielle de 2018. On n'a pas pu dégager l'espace horaire puisque c'était un espace dédié à la diffusion de la série africaine, une série pour laquelle s'étaient engagés les annonceurs. Il a fallu attendre la fin de ces contrats pour envisager le lancement et c'est ce qui est arrivé ces jours-ci, indique Carole Yémélan. Au sujet de la concurrence, elle estime que Canal 2 est plutôt la locomotive. Souvenez-vous que Canal Presse a été lancé avant toutes les autres émissions et après, quand toutes ont été lancées, nous n'avons pas crié à la réaction des uns et des autres, fait-elle savoir dans une interview à Mediatude. Et dans cette guerre, l'ancien rédacteur en chef d'Equinox Télévision a tout de suite réagi à l'interview de Carole Yémélan. Éric Kouamo a sans tarder commis une tribune pour dire que Canal 2 International n'est plus la locomotive comme l'a prétendu Carole Yémélan. La chaîne verte est en perte de vitesse depuis 3 ans selon lui à cause des choix stratégiques inadaptés au contexte. Canal 2 à sa création était une télévision de proximité et son slogan toujours plus près de vous en disait long et ce facteur de différenciation était à la base de son succès, écrit Éric Kouamo, avant de faire remarquer qu'aujourd'hui, face à la menace de la concurrence portée par Equinox TV, Canal 2 a muté ses domaines d'activité et l'ADN de la chaîne a pris un sérieux coup. Pour Éric Kouamo, c'est Equinox TV qui désormais donne le ton
Pour au moins ces deux raisons, elle est restée fidèle à ses domaines d'activité stratégiques que sont l'information crédible et le débat, en plus attachée à la recherche de la vérité dans l'info, l'exclusivité et la contradiction. Dixit Éric Kouamo qui prend pour exemple l'émission Le Débrief comme une preuve de ce que Canal 2 International se sent menacé par Equinox TV. Seulement, son analyse soulève aussi des réactions. D'aucuns estiment que son décryptage est loin d'être objectif du fait de sa posture d'ancien d'Equinox. L'autre actu de la semaine, c'est le journaliste Sam Séverin Ango qui a annoncé son adhésion cette semaine au MRC. L'annonce a fait le buzz, non pas qu'il s'agit d'un fait extraordinaire, mais parce qu'il avait déjà été dans les camps de plusieurs autres partis politiques pendant la présidentielle. En l'occurrence, Sam Séverin Ango avait accompagné le candidat Franklin Difford, puis Akere Mouna. Aujourd'hui, lorsqu'il annonce son adhésion au MRC de Maurice Kamto, on lui colle l'étiquette de prostituée politique. Mais Sam Séverin Ango estime que c'est de l'amalgame. Jusqu'ici, je n'avais adhéré à aucun parti politique. En 2018, j'étais là pour accompagner des candidats, j'étais porte-parole et j'étais payé pour cela, précise-t-il, sur le choix porté sur le MRC. Sam Séverin Ango souligne qu'il voit ce parti comme la seule formation politique pouvant faire basculer ce régime pour un Cameroun nouveau. Il annonce un grand meeting la semaine prochaine à Ebolova pour sa présentation officielle comme candidat du MRC pour les législatives et municipales dans le Sud. On parle de nouveau de Mimi Mofo. Elle s'est vue interdite d'entrer en Australie cette semaine. Elle devrait se rendre à Brisbane vendredi pour une conférence sur la liberté de la presse, mais les autorités australiennes ont refusé de lui accorder le visa, prétextant qu'elle pourrait ne plus quitter le pays. La journaliste camerounaise qui travaille désormais pour la radio allemande Deutsche Welle trouve cette raison absurde. Pour une raison insensée, on pense que l'Australie est le paradis où je vais abandonner mon travail en Allemagne juste pour rester illégalement, s'indigne Mimi Mefo sur Twitter. Elle, qui a récemment reçu un prix international sur la liberté de la presse, était également attendue en Afrique du Sud pour une autre conférence, mais à cause de son problème australien, elle a été absente aux deux conférences. Une nouvelle triste pour sortir, le confrère Soulou Yono du journal Le Messager est de nouveau interné à l'hôpital. Oui, Soulier Yono du quotidien Le Messager a vu sa jambe droite amputée cette semaine pour des raisons de maladie. Il est actuellement interné à l'hôpital central de Yaoundé qu'il avait quitté en avril dernier après y avoir passé plus de 3 mois avec cette jambe malade. À sa sortie, Soulé Yono avait écrit pour remercier tous ceux qui lui avaient tendu la main, déclarant avoir été soigné grâce à la solidarité des uns et des autres, notamment du PDG du groupe L'Anecdote qui avait payé ses frais d'hospitalisation. À nouveau couché sur un lit d'hôpital, aujourd'hui le syndicat national des journalistes du Cameroun appelle la famille de la presse à se mobiliser pour aller au chevet de Soulé Yono. Merci Tatiana Melidjo, c'est dimanche en compagnie de Serge Aimé Bicoy. Merci également, merci à vous. Alors, madame, comme on va qu'on va sortir avec ces quelques mots, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour pouvoir, pour le cas du Cameroun notamment, qu'est-ce que le Cameroun devrait faire pour pouvoir gagner de sa multitude de partenaires aujourd'hui? Qu'est-ce que le Cameroun devrait faire concrètement? Il a plusieurs partenaires, mais on a comme l'impression que malgré ces partenaires-là, ça ne décolle pas toujours sur le plan économique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Bon, je vais rebondir en saluant la sagesse du chef de l'État qui conduit notre pays, le Cameroun, malgré les dérives que nous avons suivies ces derniers temps de la part de certains adversaires. Donc, je pense que nous devons avancer en nous améliorant. Sur le plan contractuel, je crois que nous devons également voir par rapport au contrat accordé
à ces sociétés, à ces multinationales au niveau international que national de faire un contrat sérieux et de respecter les termes de ce contrat. Je salue aujourd'hui également le fait que Bolloré soit un multinational de la dimension que nous avons décrit nous tous ici sur ce plateau au cours de ce débat, que Bolloré soit aujourd'hui en train je ne dirais pas de demander pardon, de revoir quand même Pour l'instant, il n'a pas encore dit que ce sont juste des hypothèses, il n'a pas encore dit qu'il va revoir peut-être à la hausse son offre, rien n'a encore dit, du moins pour l'instant. Bon, mais le fait déjà qu'on revient sur ce contrat et qu'on recentre le jeu et que le tribunal est en train de faire son travail, on attend que ça soit rendu. Oui, il y aura gain de cause. Donc, moi, je disais tout simplement qu'il s'agit aujourd'hui, nous sommes ouverts à tous les pays, nous avons des contrats avec tous ces pays-là, on est ouvert à tous les pays. Le Cameroun est un pays souverain et nous devons tout simplement au niveau national doubler le sérieux de la formation de contrats avec les différents partenaires et les obliger, vraiment je dirais, essayer de voir comment on peut faire pour que tous ces contrats soient respectés de part et d'autre. Sylvain Djongo, pour sortir aujourd'hui, comment est-ce que le Cameroun devrait profiter de ces partenaires-là pour pouvoir assurer son développement? C'est quoi? C'est lutter contre la corruption? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que cette multitude de partenaires aujourd'hui puissent bénéficier au Cameroun, plus que sur le plan du développement économique? J'avoue que c'est une question vraiment embarrassante et géante, tellement la malgouvernance et la corruption sont systémiques. C'est-à-dire que vous allez remarquer que la plupart des projets qu'on a essayé de ficeler le compte, de mettre sur pied, on a parfois toujours comme l'impression que ça a été mal pensé, il y a eu des détournements. Même des projets qui sont menés par les Camerounais. Prenons par exemple la Banque mondiale a fait un rapport sur plusieurs projets qu'on a appelés projets structurels au Cameroun. Et à la fin, on s'est rendu compte que ces projets coûtent 2 à 6 fois plus cher que la moyenne en Afrique. Prenons le cas par exemple le kilomètre de route au Cameroun, qui est à peu près à 1 milliard de francs CFA. Alors que la moyenne, on est autour de 300 et 600 millions de francs CFA. Au Cameroun, c'est 1 milliard. On prend le cas du port de Kribi. L'infrastructure, la première phase du port de Kribi, le port est achevé depuis 2015 et c'est en 2018 qu'on a commencé l'exploitation. C'est-à-dire que personne ne nous a expliqué. On prend par exemple le cas comment on appelle ça là, le barrage de Mekin. Le barrage de Mekin. Aujourd'hui, on a fini de construire le barrage et puis on s'est rendu compte qu'on n'avait pas construit les infrastructures de transport. Vous prenez le cas du barrage de Lompanga. 6 000 milliards de mètres cubes d'eau, je crois, c'est ça. Et puis, il n'y a pas d'usine de pied. Après, on vous explique que non, même les voies d'accès, pour qui est allé à Lompanga, moi j'y suis allé, voilà, il n'y a pas de route pour une infrastructure de ce niveau et un tel niveau de financement. Il n'y a pas de route pour accéder à ce barrage. Vous prenez également le cas du, comment est-ce qu'on appelle ça, l'autoroute Yaoundé-Nsimalen. C'est-à-dire que depuis, on aurait dû réceptionner depuis 2017-2018, on aurait dû réceptionner l'autoroute, 11 km d'autoroute pour la section Rase-Campagne. Vous connaissez le problème qu'on a jusqu'aujourd'hui. On n'a toujours pas l'espoir. Prenons maintenant même le cas de la CAN qu'on aurait dû organiser. La CAN 2019. On ne va pas citer parce que c'est tellement. On ne va pas citer parce que vous avez résumé en parlant de la malgouvernance. J'ai du mal à vous dire comment, c'est-à-dire le remède miracle qu'il faut. Parce que tout ce qu'on va dire me semble. C'est dans le sens de la béatitude, ce sont des vœux béats que bon, c'est-à-dire que le mal est tellement profond que je ne sais pas quel est le miracle qu'il faut.
En deux mots, patriotisme, n'est-ce pas, et reconversion de mentalité. André-Marie, vous êtes également dans le patriotisme et la patriotisme et reconversion des mentalités. Là, vous voyez mon drapeau, mon pisse, le vert rouge jaune, c'est le patriotisme. Ça veut dire que vous avez espoir. Et surtout beaucoup de prières, parce que nous sommes un pays béni et voilà, la Vierge Marie nous apparaît. Priez pour les Camerounais. Mais là, Philippe, on a comme l'impression que Dieu va arrêter la corruption. Est-ce qu'on peut bâtir un pays? Est-ce qu'on peut bâtir un pays en espérant qu'en faisant juste la prière? Non, il y a deux choses à faire. La première, c'est la transparence. Parce que tout ce que Sylvain a dit, c'est les problèmes. La solution, c'est la transparence. Et elle doit commencer par le haut. L'article 66 de la Constitution. Le cœur du système, la présidence de la République. Deuxième chose, il faut un état de droit. Là encore, ça commence par la présidence de la République. Certes, c'est moi qui ai dit ici que pour un type de contrat, on ne peut pas ne pas avoir d'influence. Mais à partir du moment où la justice s'est saisie d'un dossier, on n'a plus à dire à quelqu'un de laisser la justice faire ou pas. C'est-à-dire on ne peut pas subordonner que cette personne ne sait pas que la justice a le dossier en main. L'état de droit et la transparence. Point barre. Le reste, on peut faire autrement, comme les autres. C'est-à-dire on peut être dans une logique criminelle et dire qu'on se constitue, par exemple, un paradis fiscal. Les gens vont ailleurs, ils viennent cacher ici. La Suisse ne fait pas autre chose. Singapour ne fait pas autre chose. L'île Maurice ne font pas autre chose. Ça peut se faire et ça enrichit. Donc il n'y a pas... Madame Commande, exceptionnellement, je vous permets, parce que là, on a semblé un peu titiller votre... Dans quelques jours, ça sera le 37e anniversaire. Forcément, vous allez le célébrer dans la logique de la transparence. Pourquoi vous êtes... un congrès depuis 3 ans. C'est sous quel signe, puisque vous nous rappelez encore sous quel signe vous allez célébrer cet anniversaire? Le vivre ensemble, je pense que c'est le vivre ensemble, la transparence, la responsabilité. Le gouvernement, le chef de l'État, au RDPC, la problématique c'est la transparence, le vivre ensemble et l'union des forces de tous les Camerounais pour faire avancer le Cameroun dans la paix et dans la prospérité. Je pense que c'est ça le mot d'ordre. Vous invitez à manger ensemble avec nous après. Non, on réfléchit plus au RDPC qu'on le mange, j'imagine. Non, on donne toujours à manger à tous les Camerounais. J'imagine. C'est la fête du RDPC, donc tout le monde est invité, tous les Camerounais sont invités à notre plateau. Ça, vous allez le gérer à... Merci beaucoup, madame. Merci, Hélène. Vous êtes membre de la sous-commission communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci à Jean-François Bebenga, journaliste également. Merci à Philippe Soie, c'est beaucoup de journalistes, et Philippe Soie, c'est la presse. Philippe Soie, tout à fait. Sylvain Django, Philippe Soie, Jean-Marie André-Marie. D'accord. D'abord journaliste. Oui, mais d'abord journaliste quand même. Merci mesdames, messieurs d'être venus. Merci d'avoir honoré le rendez-vous. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition de Zaprès du 27 octobre 2019. Merci à Billy Sonia Tedjou qui a assuré la mise en onde et la réalisation de cette émission. Merci également à Rigobert Dassi qui était à la régie d'antenne. Merci à Tatiana Meglige et toutes les autres personnes qui ont contribué à la réalisation de cette émission. J'étais Jean-Charles Billot et là, très bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.